Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h35. Les médias israéliens, des journaux qui couvrent massivement ce matin l'attentat à la voiture bélier de vendredi après-midi dans la région de Mévo-Dotan, dans le nord de la Samarie. 2 soldats, un officier et un soldat, ont été fauchés par le véhicule d'un Palestinien alors qu'ils étaient en patrouille sur le bord de la route. Ils ont été tués sur le coup. 2 autres soldats ont été blessés, dont un dans un état grave. On a appris ce matin que son état s'était tout de même amélioré. Le terroriste a été libéré il y a 1 an de prison après avoir purgé une peine de plusieurs années de détention dans une prison israélienne, et il a finalement avoué avoir voulu assassiner des soldats. Les soldats qui ont été tués sont le capitaine Ziv Daos de Azour et le sergent Netanel Kahalani, 20 ans d'Eliakim. Leur visage casqué et prêt au combat s'étale à la une de tous les quotidiens israéliens ce matin. Le Israël Hayom rappelle que Ziv, l'officier, s'est battu pour entrer dans une unité de combattants, tandis que Netanel, lui, était en train de terminer son service militaire et qu'il préparait déjà un séjour de plusieurs mois à l'étranger. D'ailleurs, Netanel a été déjà inhumé hier soir dans son moshav d'Eliakim. Dani, le père de Netanel, a déclaré « 20 ans, ce n'est rien ». Mais merci d'avoir pu les passer en ta compagnie, donc dans une oraison funèbre particulièrement poignante. Le Yediot Aharonot publie ce matin les premières conclusions de l'enquête sur cet attentat, et ces conclusions confirment que les 2 soldats ont agi comme ils le devaient, donc conformément aux ordres. Les sites d'information citent le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a promis que justice serait faite et que la maison du terroriste sera détruite. Et en marge de cet attentat, un nouvel engin piégé a explosé hier après-midi le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, mais fort heureusement, dans le cas précis, les forces de Tsahal n'étaient pas présentes et il n'y a pas eu de blessés. C'est le 5e engin piégé qui explose dans cette zone au cours des derniers mois. Pour le coordinateur de l'action du gouvernement, le général Yoav Mordechai, ces tentatives d'attentats dans le sud sont considérées comme des provocations du Hamas et d'autres organisations, des provocations qui risquent d'entraîner une dégradation de la situation dans la région. C'est le grand comeback d'Ehud Olmert durant le week-end. D'abord vendredi, dans le supplément du Shabbat du Yediot Aharonot, nous avons eu droit à une dizaine de pages de l'autobiographie de l'ancien Premier ministre, devenu un simple prisonnier du quartier 10 de la maison d'arrêt de Maasyahu. Mais ceux qui ont lu ces pages et ceux qui ont suivi l'entretien d'hier accordé à un journaliste très People, Gil Riva, sur une des chaînes de télévision israéliennes, ont très vite compris que dans cette autobiographie, Ehud Olmert, qui, il faut le rappeler, a été reconnu coupable de corruption et d'abus de confiance, règle avant tout ses comptes avec un peu tout le monde, et surtout avec son successeur à la présidence du Conseil, Binyamin Netanyahou, ainsi qu'avec un autre Ehud Barak, cette fois l'ancien ministre de la Défense. Olmert n'a que mépris pour Netanyahou et Barak. Il accuse l'actuel Premier ministre d'avoir orchestré une campagne, et je le cite, visant à le destituer de manière, il faut bien l'avouer, assez puérile. Ehud Olmert, qui n'a plus beaucoup de cheveux depuis longtemps, se moque de la chevelure de Binyamin Netanyahou dans cette autobiographie, et il suggère à l'actuel Premier ministre de démissionner à cause de ses affaires judiciaires, je cite, avant qu'il ne soit trop tard. Olmert a même le toupet de se comparer à Yitzhak Rabin. Lui a été assassiné, moi on m'a assassiné d'une autre manière, affirme-t-il donc dans cette autobiographie ainsi que dans cet entretien au journaliste Gil Riva. Voilà ce que tout le monde aura remarqué en suivant cet entretien. Eh bien, c'est qu'Olmert n'exprime pas le moindre remords sur sa conduite pour ce personnage. Tout le monde est fautif, sauf lui. Et il suffit de voir les réactions des internautes pour se rappeler qu'Ehud Olmert a accepté au poste de Premier ministre presque par hasard, uniquement parce qu'Ariel Sharon l'avait repêché en lui offrant le titre de Premier ministre par intérim, un titre qui lui a permis donc de succéder à Sharon lorsque celui-ci est tombé dans le coma après son AVC foudroyant au début du mois de janvier 2006. Ces internautes n'ont pas oublié pourquoi Ehud Olmert était si impopulaire en Israël, et impossible de ne pas se dire en lisant cet entretien ou en le regardant qu'il y a chez Olmert une sorte d'ego surdimensionné et une jalousie solidement ancrée pour un Binyamin Netanyahou qui lui, après 10 ans au pouvoir, reste toujours populaire, y compris sur fond des enquêtes judiciaires le concernant. Et le conseil de trop d'Ehud Olmert dans ses entretiens est de suggérer à Binyamin Netanyahou de débarrasser le plancher au plus vite de sa part. C'est presque plus scandaleux
scandaleux, plutôt certains diront que c'est pathétique. Et d'ailleurs, plusieurs commentateurs partagent ce matin un tel avis. D'ailleurs, la plupart des commentateurs ne s'y trompent pas. Ariana Melamed dans le Haaretz affirme que Olmert a profité de la complaisance du journaliste Maison qu'il a interviewé hier sur la chaîne de télévision et il s'en est donné à cœur joie. Par contre, dans le Israël Hayom, Chaim Schlein déplore la campagne d'élimination lancé par Ehud Olmert. C'est le titre donc de son éditorial ce matin. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, en bref, les quotidiens israéliens s'intéressent peut-être plus qu'aux Russes eux-mêmes aux résultats des élections qui doivent avoir lieu aujourd'hui en Russie. Les journaux admettent qu'il n'y a pas le moindre suspense puisque Vladimir Poutine devrait être élu haut la main. La seule donnée intéressante à connaître sera le taux de participation. Selon les observateurs, en effet, si ce taux est très nettement bas, eh bien cela confirmera le mécontentement d'une partie de l'opinion publique russe face à la poursuite du règne du tsar Vladimir. Le Yediot Aharonot consacre 2 pleines pages donc à ces élections et en marge, le journal indique en représailles à l'expulsion par les Britanniques de 23 diplomates russes de Londres, eh bien les Russes ont décidé très vite d'expulser à leur tour de Moscou 23 diplomates britanniques. Je vous l'ai annoncé vendredi, l'attribution du prix d'Israël à David Lévy et à Myriam Peretz a suscité beaucoup d'émotions et il faut bien avouer que cette nomination qui se concrétisera le soir du Yom Ha'atzmaut intéresse beaucoup les quotidiens et les médias israéliens. À l'occasion donc de cette nomination, le Yediot Aharonot, qui a parfois, il faut bien l'avouer, de bonnes idées, de bonnes décisions, a décidé de demander à David Lévy d'écrire à Myriam Peretz pour la féliciter. Il a demandé à Myriam Peretz d'écrire ses sentiments à David Lévy. Dans cette lettre, Myriam Peretz écrit « David, vous ne pouvez imaginer à quel point nous nous ressemblons », tandis que l'ancien vice-premier ministre écrit à Myriam Peretz, vous avez été pour nous une source d'inspiration et un véritable phare. Donc, dixit David Lévy. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un entretien accordé par le ministre des Finances Moshe Kahlon à l'agence de presse économique Bloomberg. Et cet entretien intervient à l'issue d'une semaine particulièrement réussie pour Moshe Kahlon qui a fait voter le budget de l'État 2019. Le journaliste qui l'interroge affirme que Kahlon pourrait être le successeur de Binyamin Netanyahou et il fournit les données qui prouvent la prospérité actuelle de l'État d'Israël, entre autres la baisse du prix des appartements. Enfin, certains diront, l'augmentation de la croissance économique, la baisse du taux du chômage et l'augmentation des entrées, en particulier dans les couches sociales les plus défavorisées. Le journaliste a également salué les excellentes relations qu'entretiennent Moshe Kahlon et le Premier ministre palestinien. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Alex Greenberg, qui est expert dans l'histoire des relations, de la Russie. Et nous parlerons avec lui, bien entendu, des élections présidentielles aujourd'hui en Russie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.